Et bonsoir à tous. Coucou Nico, Katsu, Roxy Fred, comment ça va? Bon, c'est lundi, début de semaine, hein. On se retrouve avec un nouveau live psy, avec un thème un petit peu plus cool que les dernières fois, hein, je pense. Ça va être plutôt sympathique. On a 25 questions, voilà. Pas mal de blabla aussi, mais bon, voilà, j'espère que ça va vous plaire, je pense. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de sujet sur le couple et tout, donc ça va être plutôt chouette. En fin de live, vous aurez évidemment, encore une fois, un sondage pour le live de la semaine prochaine, même s'il semblerait qu'il y ait déjà une préférence marquée. Mais voilà, on sait jamais. Et puis voilà, hein. Donc, comme d'habitude, vous avez le lien du quiz qui est épinglé. Il y a un décalage entre le live et le quiz. Voilà, voilà, comme d'hab. Ça va plus cool, on est meilleur quand c'est horrible. Bon, après peut-être qu'il va y avoir des questions un petit peu tendax. Je sais pas trop. On va voir. Mais effectivement, oui, on est un petit peu plus en mode un petit peu plus cool aujourd'hui. Je suis en train de préparer mon truc, parce qu'encore une fois, je suis un peu à l'arrache. Oh oui, merci, merci. Là, tu sais, c'est l'heure où j'ai pas forcément envie de me coiffer. Eh bien, on va y aller, hein, tranquillement. On va couper la musique. Tac, tac, tac. Et on est là. Tac. Petite musique. On est resté dans le thème de l'été quand même, hein, parce que c'est plutôt sympathique. Combien de coups de fouet pour mon retard? Mais franchement, t'es pas en retard. Tu vois, tu viens d'arriver, ours joyeux, j'imagine. Je ne sais pas, je veux pas spoil. Donc t'inquiète pas. Franchement, ça va. Après, si tu as vraiment envie d'en avoir, une minute, ça fait 60 secondes, donc ça fait 2 minutes, donc 120 coups de fouet, si tu veux, si ça te fait plaisir. Voilà, tu me dis. Alors, là, on va commencer déjà avec la notion du rien n'est jamais acquis. Donc, il y a bien une phrase qui est assez connue, qu'on aime bien répéter, et surtout en couple, c'est rien n'est jamais acquis. Vous savez, voilà, dans le couple, on croit qu'on est bien établi, machin, on se laisse un peu aller. Et quand ça part généralement comme ça, on va dire ah, non, 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 attention, rien n'est jamais acquis. Moi, à tout moment, je me taille. Enfin bon, voilà. Bon, c'est une phrase qui est assez entendue, mais qui est bien vraie aussi. Il y a certains partenaires qui vont tout mettre en place en fait pour s'oublier et succomber à tous les désirs de l'autre. Ce qui va être une grosse erreur pour soi et pour son couple, parce que ça n'aura pas été défaut de vous l'avoir répété maintes et maintes fois. La priorité c'est soi, et une fois qu'on est bien avec soi, on peut être bien dans son couple, d'accord? Et succomber à tous les désirs de l'autre, c'est non quoi, c'est non. Donc, il faut bien penser que toute personne, et même toute chose finalement, hein, lorsqu'on a l'impression qu'elle nous est totalement acquise, ben, elle va perdre tout son intérêt. Enfin, on le voit avec... alors, on va pas parler des personnes spécialement, mais je sais pas, on veut un jeu. Un jeu ou un truc de collection. Voilà, je parle avec des choses qui me parlent peut-être un peu. On le veut à fond, à fond, à fond. Une fois qu'on l'a, on l'a. Donc on va être content au départ. Voilà, on va dans le truc, on l'a, on est content, on va l'utiliser jusqu'à ce que, au bout d'un moment, bon, l'intérêt il se perd un petit peu, quoi. Et donc, c'est un peu la même chose dans le couple. On va perdre tout intérêt amoureux, tout intérêt sexuel. D'où l'importance de jamais oublier que rien n'est jamais acquis. Il va falloir continuer à travailler son couple, voilà, à pas s'oublier non plus. Voilà quoi. On va monter chez eux, puis dans le quartier, voilà, c'est ça. L'herbe est toujours plus verte ailleurs ou pas. Enfin voilà. Un Lego. Et après, tu montes une chinoiserie. Ah non, tu m'as pas raconté la blague, tu vas me raconter. Donc allez, on part avec 2 questions. Alors, on a perdu quelqu'un en route, je vois. Donc, je sais pas trop. Mais là, on est parti. Hein. Donc, let's go. Tu vas me la raconter sur WhatsApp ou tu vas me la raconter là? Alors, comment ne jamais être acquis ou acquise? En se sacrifiant
en fusionnant avec l'autre, en s'affirmant ou en contrôlant l'autre. Ok, ça marche. Après le président. Oui, 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 ben, j'ai compris. Oui, oui, oui. C'est important de rallumer. Mais toujours, toujours. Même ce qui est bien, c'est que la flamme ne s'éteigne jamais. Alors, elle peut baisser, effectivement, il peut y avoir des fluctuations. Mais ouais. Alors, on a perdu un ours joyeux hein, dans la, dans la, dans la foulée. En s'affirmant, de quoi avons-nous peur? Donc, pour ne jamais être acquis, on s'affirme, mais on a peur de quelque chose, d'être seul, de faire du mal à notre partenaire, de perdre notre pouvoir ou de ne plus aimer. Ok. Pas mal. Bah, vous voyez, même avec les sujets sympas, vous êtes pas mal. Donc, pour ne jamais être acquis ou acquise, on s'affirme. Donc, on affirme notre personnalité en restant nous-mêmes. Et de cette façon-là, logiquement, on ne sera jamais acquis parce qu'on reste soi-même. Donc, on est tel qu'on est, plein de surprises, plein de nouveautés, tout ça, tout ça. Mais quand on s'affirme, il y en a qui ont peur de blesser leur partenaire, voire qui se sentent agressés. C'est quand même un certain niveau là, mais bon, il y en a qui. Voilà. Donc, c'est pas le cas quand on s'affirme. Donc, on va prendre l'exemple très bête des goûts vestimentaires. Votre partenaire, il va préférer que vous portiez tel ou tel type de vêtements, alors que vous préférez un autre style. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, d'après vous? Donc vous allez accepter de faire comme il lui plaît, mais si vous portez ce que lui il a envie, ou elle, hein, vous allez vous renier votre désir, renier votre envie, et donc vous allez devenir acquis ou acquise. Ce que vous pouvez faire plutôt, ça va être de faire le choix de porter des vêtements du style qui va vous plaire, hein, de faire un petit peu ce que vous voulez, en fait, en faisant part, évidemment, donc on discute, hein, on n'est pas des sauvages non plus, mais en faisant part au partenaire que, oui, vous savez qu'il préfère tel ou tel type de vêtements, mais en ce moment, vous désirez plutôt porter un autre genre d'habillé, un autre genre de style. Et c'est pas pour le frustrer, c'est pas pour l'embêter, c'est pas pour l'énerver, c'est juste pour vous faire plaisir à vous. Voilà. Là, je vous montre un exemple vraiment très basique, très simple, qui semble presque évident. Mais dites-vous que ça l'est pas du tout pour beaucoup de personnes, et que cet exemple, il va se décliner pour plein d'autres situations. Et c'est peut-être là le gros problème, justement. Donc, dans ces cas-là, le partenaire, il va se sentir peut-être déçu, vexé, fâché, mais en fait, c'est lui qui va se sentir mal tout seul. Parce que là, le but, c'était pas de lui faire du mal intentionnellement, on a simplement fait un choix, on a pris la décision de penser à son propre bien-être. Donc voilà, je le redis, l'exemple, il est peut-être un peu bidon, mais il est facile, il est clair, et malheureusement, ça arrive pour beaucoup de personnes, généralement des nanas, effectivement, qui vont se plier au désir du partenaire, de s'habiller comme ci, ou de ne pas s'habiller de telle ou telle manière, tout ça pour faire plaisir, et pour pas fâcher monsieur ou madame. Donc, faut pas oublier qu'effectivement, aimer quand même, c'est aussi faire des concessions. Mais les concessions, ça ne doit jamais être automatique ou systématique. Donc il faut écouter les avis, les sentiments, les opinions et agir en fonction. Et donc enfin, toute évolution est souhaitable dans la vie. D'accord? Comme on dit, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Hein. Mais donc le bonheur amoureux et sexuel, il va s'exprimer dans l'avancement, la progression, l'apprentissage du couple pour devenir un ou une meilleure amante au quotidien. Et donc il est important d'être en accord avec la personne que vous souhaitez être, mais il est encore plus important d'être en accord avec la personne que vous aimeriez devenir. C'est presque philosophique tout ça. Alors je vous dis, on lui dit d'aller se faire... Oui, oui, tu es un sauvage. Alors, dans les faits, on est bien d'accord. Après, aller se faire foutre, ça va être surtout dans un... quand on est face à un gros con, ou une grosse conne, j'ai envie de vous dire. Mais il peut arriver que parfois, on ait des avis divergents, qu'on n'ait pas forcément réfléchi avant en donnant son avis, et que voilà, on discute, et tout va bien. Ok?
Alors, en petite suggestion, quand on affirme notre liberté, ben, on reste vraiment insaisissable. On se dit waouh, mais en fait, je contrôle pas. Et oui, parce que souvent, on a l'impression qu'on contrôle les gens dans le couple, sauf que non, c'est pas du tout l'idée, hein. Et donc, ben, on est plus séduisant. Voilà. Et donc, assumer celui ou celle que l'on est, enfin, c'est hyper important. Ne pas se renier pour plaire à l'autre, surtout pas. Oser le changement et oser conserver certaines habitudes qui nous plaisent. Voilà. Ça, on l'a toujours répété, on ne change pour personne. C'est hors de question. Ça va se faire. Ouais. Alors voilà, après la question de la flag, elle est assez propre à chacun, effectivement. Mais voilà, je peux comprendre. Je peux comprendre. Alors maintenant, on va passer à une expression qui est moins j'en fais, mieux je me porte. Prochaine question. Plus on avance dans une relation, plus qu'est-ce qui se passe le plus souvent? On développe plus de passion, on se comprend toujours mieux, on consacre moins d'efforts à la qualité relationnelle, ou on devient de plus en plus amoureux. Ok, vous voyez, vous êtes resté sur la même lancée. Je suis très fière de vous. Comme dans un travail. Oui, ça dépend. Mais oui, oui, oui. Donc, plus on avance dans le temps dans notre relation, et moins on va consacrer d'efforts pour avoir une relation de qualité. N'oubliez pas, voilà. Enfin, déjà, ben, je me porte, mais surtout, ben, on pense que tout est acquis. Donc, une fois que c'est là, que c'est fait, on n'en branle pas une. Bon, non, c'est pas l'idée. Et bon, ça va être fou, finalement, tous les efforts qu'on va faire. Ben, par exemple, bon, pas pour tout le monde visiblement, mais qu'on va vouloir faire dans notre vie professionnelle pour évoluer, gagner plus d'argent. Là, on se donne à fond. C'est vraiment truc de fou. Et une fois qu'on rentre à la maison, bah, du coup, on n'a plus l'énergie nécessaire pour notre vie sentimentale et érotique. Et est-ce que, au final, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Voilà, on met toute son énergie au taf, comme ça on rentre complètement fatigué à la maison et on n'est plus disponible pour son couple. Donc c'est là où on va parler en fait de l'effet entonnoir. C'est Katsu. Et ben voilà, voilà, je sens qu'il y a une petite déclaration dans le chat ici. On va laisser faire ça en off. Donc, au début de la relation, les partenaires ils vont consacrer beaucoup d'énergie dans la séduction et dans l'investissement de leur relation. Il va y avoir des sorties originales qui vont être organisées, des soirées cocooning, voilà, on donne tout. On donne vraiment tout pour que tout le monde soit au top. Mais très vite, ben, le couple il va s'apercevoir que certaines activités sont plus compliquées à organiser que d'autres. Euh, on a l'exemple de, ben, on a la sortie au parc d'attractions versus la soirée pizza tranquille à la maison, quoi. Et en restant chez soi, finalement, ben, on prend pas le risque d'être déçu. On va rester sur des facilités, sur des choses qu'on connaît et des choses pas très très compliquées. Et donc petit à petit, ben, les partenaires ils vont sélectionner les activités qui leur conviennent le mieux et selon cette loi du moindre effort. Moins j'en fais, mieux je me porte. Donc, on peut faire les sorties les plus faciles à réaliser, celles qui coûtent pas trop d'argent aussi. Et donc, on observe cet effet entonnoir où on débute avec ben, un large éventail d'activités à pratiquer à deux, pour finir ben, un goulot étroit de très peu d'activités qui seront en plus ben, répétitives, parce que ça ne sera pas toujours les mêmes, on ne fait pas d'efforts, mais qui fonctionnent bien et qui ne coûtent pas cher, que ce soit en temps, en argent et en énergie. Voilà. Parce qu'on est fatigué du coup de la journée, tout ça, tout ça. Un couple secret chez Julie Thérapie, c'est ça? Oula, Katsu a peur, Katsu est heureux, on ne sait pas trop. Et donc ça va être la même chose dans la sphère de l'intime. Au début, le couple il va faire l'amour dans tous les endroits possibles et imaginables, jusqu'à se rendre compte que c'est quand même carrément plus simple et facile de le faire dans un lit. Et ça va être pareil pour les positions. On essaye tout, voilà, on a le Kama Sutra dans un coin, on regarde tous les trucs pas possibles à faire, et finalement on va en garder que deux ou trois où on sait que à chaque fois on va kiffer. Et donc c'est évident qu'il soit logique d'abandonner des pratiques peu satisfaisantes ou compliquées ou dangereuses, j'ai envie de dire. Mais le problème, en fait, c'est qu'en faisant ça, on finit par limiter aussi sa vie érotique. C'est toujours millimétré au truc, voilà, voilà, c'est une danse, on sait toujours ce qui va être fait. Voilà, il n'y a pas de nouveauté. Et donc, quand on suit cette loi, là aussi, il y a les mauvaises excuses qui vont fuser.
Donc, dans un couple tout frais, il y a toujours une solution pour arriver à faire l'amour. Il n'y a aucune excuse qui soit un véritable obstacle. Il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas de mal de tête, il n'y a pas de oh, j'ai pas envie, voilà. Tout ça, ça n'existe pas au début. J'exagère, hein, le trait. Attention, qu'on soit bien d'accord. Et donc, quand le couple il commence à durer dans le temps, ben, il n'y a plus d'efforts fournis à ne. Enfin, on va mettre plus d'efforts pour se dire allez, on y va, on le fait, plutôt que bah voilà, ça se fait plus naturellement. Donc, il va être important d'être honnête avec soi-même. Si on n'a pas envie de faire l'amour, c'est généralement simplement parce qu'on n'en a pas envie. Et ça, en fait, c'est juste la base. Et c'est OK. Donc, il est évident qu'il ne faut pas se forcer à rien du tout. Mais il peut être aussi intéressant de se poser la question, comment avoir envie? Bah, d'avoir envie. Voilà. Pourquoi au début, on a grave envie? Pourquoi après, on n'a plus envie? Et en fait, c'est un petit peu tout ce cercle qui va se créer. Voilà, le quotidien qui devient assez monotone, assez routinier. Toutes ces choses, oui, il y a la fatigue, il y a tout ça. Mais voilà, comment travailler à faire que le couple puisse se retrouver et ne pas être dans cet effet d'entonnoir. Johnny, Johnny sourit Johnny sort du... Pourquoi Johnny? Pourquoi Johnny? Je n'ai pas... Ah, comment envie d'avoir... Oh, putain. Oh là là. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, je sais plus trop pourquoi on en avait parlé, je ne sais plus, mais ça fait un moment, je vous avais parlé de ma fameuse illustration du jardinage. Voilà, donc nous allons nous retrouver dans un petit instant Julie et jardinage. Donc, pour illustrer cet effet-là, on prend l'exemple du jardinage. On n'a plus envie de faire du jardinage. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a plus envie, qu'est-ce qu'on fait? On va trouver des excuses. Il fait trop froid, il fait trop chaud, j'ai pas envie, j'ai autre chose à faire. Ok. Non, oui, mais j'ai capté. Et donc, tac, ok, tout va bien. Mais une fois que ces excuses elles sont chassées, on va se rendre compte qu'en fait, ben, c'est juste qu'on n'a pas envie de jardiner. Tout simplement. Voilà, il faut arrêter de se trouver des excuses. On n'a pas envie de jardiner. Donc, on laisse ce jardin partir en friche et le résultat le jardin, il va se retrouver complètement dans un état triste, très triste. Jardin très triste. Mais le truc, c'est que plus on va le laisser à l'abandon, et plus les efforts à produire pour le remettre en état seront grands. Et donc, l'idée, c'est de prendre le temps de se demander si c'est ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut laisser ce jardin à l'abandon? Parce que si l'idée d'un jardin à l'abandon ne nous convient pas, ben, il faut prendre une décision. Ça ne nous convient pas, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, soit on accepte que quelqu'un d'autre s'occupe du jardin, mais ça aura forcément un coût. Donc, on va appeler le jardinier pour qu'il s'en occupe, tout ça. Et donc, si on transpose ça à notre sexualité, bah, c'est là où la jalousie va entrer en compte. Parce que si on s'occupe plus de son couple, bon, je vais pas vous faire un dessin, soit, ben, on prend soi-même en main bah, notre jardin, et on va commencer par l'étape la plus agréable possible. Et donc là, par exemple, dans la sexualité, ça va être s'acheter des nouveaux sous-vêtements, prendre soin de soi, ce genre de trucs. Ensuite, on se fixe des objectifs qui vont être simples et faciles à atteindre. Donc, par exemple, on va arracher 2-3 fleurs, on va faire ci, enfin, on les arracher, non, enfin, les mauvaises herbes, enfin, bon, vous avez compris. Et dans la sexualité, ça va être, par exemple, prendre un bain ensemble, faire des massages, des baisers qui vont être un peu plus langoureux. On progresse étape par étape. On se retrouve petit à petit. Mais il faut bien entendre qu'il sera totalement contre-productif de planifier toute une journée pour le grand jardinage. On va être découragé et on reportera forcément continuellement la mise en action. Parce que vu qu'on l'aura laissé à l'abandon, on sait qu'il y aura beaucoup de taf à faire derrière. Et quand il y a beaucoup de taf, bon, la motivation, elle n'est pas au top du top. Donc on y va, étape par étape. Bel exemple. Merci. Est-ce que tout brûler à aller trouver un nouveau jardin, c'est un choix? Alors pourquoi brûler le jardin si on prévoit d'aller dans un autre jardin? C'est des efforts pour pas grand-chose, non? De le brûler. Non? Je sais pas, vas-y, raconte-nous. Et coucou Bounty. Merci pour ton love Bounty, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Important les préliminaires. Voilà, mais ça, alors les préliminaires, c'est un grand débat aussi. Ça reste propre à chacun.
Et c'est, voilà, si on en a envie, pas envie, quel type de préliminaire aussi, etc., etc. Il faut savoir aussi que le terme en lui-même de préliminaire est sujet à débat, parce que préliminaire, ça veut dire faire quelque chose avant, alors que ça peut être tout simplement un acte. Bref, voilà, mais je suis d'accord avec toi, Nico, entièrement. Donc, après avoir vu ça, on a aussi cette phrase qui est il ou elle ne change pas. Voilà. Toujours pareil, c'est toujours la même chose, il change pas. Ok. Donc, on l'a vu, avec le temps, on peut se laisser aller un petit peu au sein du couple et on va produire le minimum d'efforts. Et on aimerait que l'autre change, hein, mais il bouge pas. Bon, déjà, il faudrait peut-être se demander de bouger nous aussi. Mais bon, il faudrait surtout bah, attendre, enfin, cesser d'attendre que l'autre change, qu'il nous apporte ce que l'on souhaite ou qu'il comble nos besoins. Parce que, enfin, on le sait, dans l'attente, il y a forcément de la déception. Et donc, enfin, il faut agir par soi-même. On arrête d'attendre, on agit. En fait, il faut montrer l'exemple, il faut poser des actions concrètes pour enrichir notre vie amoureuse et érotique. L'idée, ça va être d'agir sans attendre de retour. Alors c'est jamais facile, hein, parce qu'on est habitué à fonctionner par des récompenses. Bah, si je fais ça pour toi, tu dois faire ça pour moi. Sauf qu'en fait, bah, dans le couple et même dans les relations en général, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est censé être bah, dans un don de soi, sans attendre de retour. On va s'attendre toujours à avoir un remerciement, un signe de reconnaissance. Mais comme je vous l'ai dit, bah, dans l'attente, il y a de la déception. Donc en fait, il est préférable de ne pas systématiquement attendre un retour immédiat au sujet de notre acte envers notre partenaire. Donc, petit exemple pour illustrer cela. Une femme va aller chez le coiffeur pour se faire belle pour son partenaire. Bon, déjà, dans l'exemple, on n'est pas bon parce que si on va chez le coiffeur pour se faire belle, c'est pour se faire belle pour soi d'abord. Ok? Mais elle va chez le coiffeur pour se faire belle. Lorsqu'elle rentre, ben, il va pas s'en rendre compte. Elle va être déçue. Elle dit, je viens de foutre 100 balles chez le coiffeur, il voit pas, je suis pas contente. Ce qui se comprend quand on va chez le coiffeur avec cet objectif-là en tête. Donc, après, c'est normal qu'on aime que nos efforts soient remarqués, que l'autre nous félicite, nous encourage, nous complimente. Mais en fait, encore une fois, c'est toujours pareil, hein, le mieux, ça serait d'exprimer ce qu'on désire. Voilà. Oser demander à son partenaire de nous dire des mots positifs, des mots stimulants, et il n'y a rien de mal ou de dégradant à ça. Voilà. Il y a des gens qui s'en tapent, il y en a qui en ont besoin. Encore une fois, il faut communiquer. L'autre ne lit pas dans votre esprit, tout comme vous ne lisez pas dans l'esprit de l'autre. On ne peut pas deviner. Donc voilà. Pourquoi votre souci? Parce qu'il n'a pas remarqué quand ça va chez le coiffeur. Et voilà. Ensuite, l'idée, c'est d'agir de manière remarquable. Alors, ça veut dire quoi? Agir de manière remarquable. Dans le couple, on va observer en fait que régulièrement, les bonnes intentions, elles passent souvent inaperçues. Et ça fait chier, clairement. Donc, exemple. Alors, exemple, on est vachement dans les clichés ce soir, mais bon, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Un homme qui va passer beaucoup de temps à la salle de sport pour entretenir sa ligne, il va se voir reprocher par sa compagne qu'il y passe trop de temps. Sauf qu'en fait, elle va pas réaliser qu'il fait ça pour rester séduisant auprès d'elle. Et que s'il n'y allait pas et qu'il grossissait, on va dire les choses telles qu'elles sont, bah, elle se plaindrait parce qu'elle n'irait pas à la salle de sport. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, en fait, il ne faut pas attendre que le partenaire il se rende compte des efforts que vous produisez pour entretenir la flamme. Il faut l'exprimer subtilement. Surtout que bon, bah, il y a beaucoup d'hommes, il ne faut pas se le cacher, qui ne sont pas très intuitifs et qui ont parfois besoin de sous-titres pour capter certaines intentions. Voilà, on glisse ça là comme ça. Je sais pas. Voilà, par exemple, Angels, mais non. Alors, maintenant, on repasse au quiz, vous allez jouer, ne vous inquiétez pas. On va reparler, je dis reparler parce qu'on en a déjà parlé auparavant, de chimie de l'amour. Voilà. Donc là, on va sortir un petit peu du romantisme de l'amour et on va parler de chimie plutôt, quelque chose de plus, j'allais dire palpable, mais pas vraiment, c'est pas palpable, mais de plus concret, de plus scientifique. Donc, on en avait parlé quand on a fait la dépendance affective, mais on peut être clairement addict à l'amour. Donc, vu qu'on en a déjà parlé, vous êtes censé capter de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, on a 3 questions. Que provoquent les sentiments passionnels dans le cerveau? Une dépendance, une sérénité durable, une capacité à raisonner ou une lucidité accrue?
Après, il y a de l'excès. Il y a de l'excès. Quand le changement est minime, tu vois, Angels, bon. Voilà. Mais quand le changement se voit, bon, ça peut être vexant, quand même. Donc effectivement, les sentiments passionnels dans le cerveau, ça va créer une dépendance. On est loin de la lucidité. Au contraire, ça on l'a vu, la passion, on n'est pas du tout lucide. Mais clairement pas, on n'est pas dans la réalité. Clairement pas. Donc deuxième question. Durant la période de passion, notre cerveau, il produit quoi? Du cortisol, de la mélatonine, du GABA ou de la phényléthylamine? Ouhou. Ok, on a eu un petit peu de tout. Bien joué à la personne qui a trouvé. Une petite remontée. Et troisième question. Moi, je vais la dire que si tu retrouves une boule à Z. Ouais, d'accord. Et donc, que provoque la phényléthylamine? Un peu compliqué. Hein. L'euphorie, le repli sur soi, l'agressivité ou la fatigue émotionnelle? Oui. Alors, encore, ça va, parce que là, tu vois, là, je crois que j'ai les cheveux qui sont revenus à peu près à la longueur que j'avais quand nous nous sommes tous connus. T'aurais pas capté quand je les ai coupés là, je l'aurais peut-être mal pris. Et encore, tu vois, tu le savais que j'y allais, donc tu étais obligé de t'en rappeler. Donc effectivement, c'est l'euphorie. Donc, les sentiments amoureux passionnels, ils entraînent dans le cerveau une dépendance qui est comparable aux drogues dures, c'est-à-dire que l'amour, c'est vraiment comparable à de l'héroïne ou de la cocaïne. C'est chaud, hein. Et donc, durant cette période de passion, notre cerveau va produire en grande quantité de la phényléthylamine, c'est de la famille des amphétamines, voilà, si vous voulez un ordre d'idée. Et donc, cette hormone, elle va provoquer l'euphorie, l'hyperactivité et le besoin constant d'être auprès de la personne que l'on aime. C'est sympa l'amour, là, je vois Katsu en train de vomir. Voilà. On passe à deux prochaines questions. La dopamine favorise quoi? La prise de recul affectif, la suppression des émotions, l'attachement rationnel ou les comportements qui contribuent au plaisir. Ok, on est pas mal. Et deuxième question. La dopamine nous pousse à aimer de manière excessive, se détacher des émotions, refuser le lien affectif ou avoir peur de l'autre. Comment se foutre dans la merde, Angels? Ok, bien joué. Vous avez bien compris l'idée, ça va, je suis rassurée. Donc, elle va stimuler donc la production de dopamine qui va favoriser les comportements qui contribuent au plaisir et procurent une sensation euphorisante de bien-être et de bonheur. Voilà. C'est plutôt sympa sur le papier. Hein. Donc, il semblerait même que la dopamine nous pousse à aimer clairement de manière excessive durant une certaine période la même personne. Voilà, on est avec de la chimie. Il faut savoir qu'au bout d'un moment, on s'habitue, et quand on s'habitue trop, ben, ça fait plus d'effet. Hein. Mais non, faut pas dire. Enfin, ça dépend, ça dépend ce que tu veux. Et donc, durant cette phase passionnée, le cerveau il voit une diminution de 40% de son taux de sérotonine et le noyau codé devient hyperactif. Et donc, ce déséquilibre, il peut s'observer par exemple chez des personnes qui ont diverses obsessions ou compulsions comportementales. Ça donne envie encore. Et donc, ça pourrait expliquer le besoin obsessif de certaines personnes à vouloir être sans cesse près de son amoureux, de son amoureuse, tout ça, voilà. Et d'être en fusion. Voilà, c'est la passion. Et donc, on retrouve aussi l'ocytocine, qui est un neurotransmetteur, hein, qui est libéré lorsqu'on touche notre partenaire. Voilà. Et donc, les caresses nous procurent des sensations agréables qui vont nous pousser à nouveau à vouloir les reproduire, encore et toujours. Voilà, plus on touche, plus on caresse, plus on en a envie. Et donc, ça expliquerait ce besoin de fusion et la grande souffrance ressentie lorsqu'il y a une séparation. Parce que du coup, on n'a plus l'autre, donc on est en manque, comme une drogue. Hein. Donc, c'est normal d'avoir mal. C'est ni de l'ordre du caprice ou de la faiblesse. En fait, c'est lié à ces intenses modifications neurochimiques dans notre corps et notre cerveau. Donc, c'est tout de suite moins romantique. Hein. C'est juste parce que notre cerveau, il pète un plomb. Donc, pour éviter de souffrir,
ben, les amoureux, ils vont avoir tendance à se rapprocher au maximum afin d'éviter les moments de séparation. Mais c'est là qu'on a un autre problème qui arrive. Et donc, on a la prochaine question. Un excès de fusion provoque quoi? Ah, mes capacités d'observation, c'est ça. Penser, oui, Nico? Donc, l'excès de fusion, absence totale de conflit, parfaite harmonie, rupture immédiate ou tension importante. Oui, c'est ça, Katsu. Ok, donc en effet, ben, un excès de fusion, ça va finir par provoquer des tensions importantes. Notre corps et notre cerveau, en fait, ils vont finir par être saturés par toutes ces drogues amoureuses et leurs effets, ben, ils vont avoir tendance à diminuer avec le temps. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, plus nous serions fusionnels, plus vite on se lasserait de l'autre. Et donc, il y aurait un risque de vouloir chercher ailleurs une nouvelle personne, nous permettant de goûter à nouveau à cette drogue. Super. Enfin, c'est plus technique, vous perdez. Ah, tu trouves que c'est plus technique? Peut-être parce que c'est de la chimie? Et donc, dernière question sur ce sujet, que finit par ressentir notre corps et notre cerveau en cas d'excès de fusion? Un besoin d'isolement, une excitation constante, une saturation ou une euphorie prolongée? Eh oui, c'est ça. Notre cerveau, il sature, hein. Donc, pour trouver merde, la juste distance dans notre couple, attendez, je crois que j'ai un bug au niveau des questions. Je crois que j'ai un bug. Je pense qu'il y a eu un truc en plus, en trop ou en moins. Clic, c'est difficile, surtout. Oui, c'est oui. La question sur le comment notre cerveau réagit, ça nous fait pour être en couple. Oui, parce qu'après peut-être que tu vois ceux qui n'ont pas assez de production de ces hormones là, peut-être que voilà, je sais pas trop. T'as fait longtemps qu'on a stage ou pas? Et comment? Ouais, aussi. Alors, on va juste passer la question pour voir, et sinon, enfin voilà, histoire que je ne spoil pas. Parce que là, je me pose une question. Ok, voilà. Quel est un moyen de trouver la juste distance dans le couple? L'oubli de soi, la modération, le sacrifice ou le contrôle? Je pense qu'il y a dû avoir une question qui s'est... Ok, voilà. Là, on est bien. On est à jour. Donc effectivement, donc pour trouver la juste distance dans votre couple, il y a la modération. Alors, certes, l'amour, par définition, c'est immodéré et déraisonnable, mais il est quand même possible d'arriver à gérer un minimum ça. Donc la diffusion, elle est possible en créant, par exemple, dans le lieu de vie, un espace individuel où chacun peut se réfugier seul, séparé de son partenaire. Donc la diffusion, elle est encore plus efficace si la séparation, elle est physique pour quelques jours. Et l'objectif, en fait, ça va être d'effectuer comme une cure, j'allais dire de désintoxication, mais une cure de diffusion. Comme ça, notre cerveau, en fait, il va avoir le temps de se désintoxiquer de sa surcharge de drogue et il pourra se créer alors, à nouveau, cette agréable sensation de manque de l'autre et tout son désir pour lui aussi. On l'invite déjà en modération sur maintenant, il faut l'inviter dans notre couple. C'est pas obligé. Après, chacun fait comme il veut. On passe à un prochain sujet. Lâcher prise, c'est diminuer ses attentes relationnelles, arrêter de s'acharner pour laisser faire ce qui doit être, renoncer à toute relation ou fuir ses responsabilités. Donc là, vous l'aurez compris, on va parler de lâcher prise dans son couple, mais pas que. Donc lâcher prise, c'est arrêter de s'acharner sur une situation qui est problématique pour laisser faire ce qui doit être. Lâcher, c'est fort comme geste, hein, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça se fait. Ça se fait, ça se fait. Lâcher prise. Eh oui, ce qui peut être très compliqué pour beaucoup de monde. Pour raison de plus, pour que et leur ami. Ah.
eux, leurs activités de leur côté. Carrément. Alors après, il y en a qui vont arriver à très bien gérer ça, et pour lequel, ben, dans le couple, ça pose pas de soucis. Mais effectivement, généralement, enfin, c'est toujours très important d'avoir ses amis, d'avoir ses activités, d'avoir, voilà, ses moments pour soi. Enfin, où l'un rejoint l'autre, du coup, connaît personne. Ouais, mais après ça, c'est un peu aussi la base après de mélanger les différents groupes, tu vois. Alors, ça peut passer comme ça peut ne pas passer, et ça c'est ok, hein, ça arrive, hein. Mais l'idée, c'est quand même d'intégrer l'autre aussi, tu vois. Voilà. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Certains vont rester chacun de leur côté, d'autres vont au contraire mélanger. Ça dépend vraiment des couples, hein. Donc on passe à une prochaine question. Que se passe-t-il quand on refuse de lâcher prise? Donc il n'y a pas de reproche, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas à avoir de reproche en soi. Encore une fois, faut communiquer. Faut dire, voilà, enfin, s'il y a un problème, autant en parler, voir les concessions, voir comment on peut s'organiser, voir ce qu'on peut faire, et peut-être travailler sur soi aussi si c'est un trop gros problème. Ben, si on est trop dans la fusion et que c'est impossible de défusionner, là il y a un problème et là on va consulter, justement. Donc ok, on a un petit peu de tout là. Ok, ok, pas mal. Donc, dans un premier temps, en fait, il va falloir être attentif aux signaux que nous renvoie notre corps. Ça, je vous l'ai répété régulièrement, quand même, le corps, il envoie des signaux qu'il faut écouter. Et il y a beaucoup de personnes qui refusent d'écouter son corps. Je vais arrêter ma phrase là. Et donc, quand on refuse de lâcher prise, ben, notre corps, il va se fermer, il va se crisper. Donc, ça peut être une mâchoire tendue, une gorge nouée, des maux de tête. Et lorsqu'on lâche prise, ben notre cage thoracique elle va s'ouvrir, l'air il va circuler, notre cœur il bat à peu près normalement. Et sinon, ben, il y a d'autres tensions qui peuvent apparaître à d'autres endroits, qui peuvent provoquer des chutes, des entorses, des accidents, qui vont nous indiquer clairement qu'on est en fait trop rigide face à la vie et qu'il est temps ben, de lâcher prise. Mais ça, on en a déjà parlé longuement quand on a fait la psychosomatique. Et vous voyez, c'est des notions qui reviennent peu importe le thème abordé, hein, au final. Et donc, après le corps va aussi avoir des signaux émotionnels. Donc, on va ressentir de la colère, de la frustration, de l'inquiétude, de l'angoisse, du stress, enfin plein de choses. Et ces signaux-là, ils vont avoir tendance à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous mettre sous tension. On passe à une prochaine question. À quoi sert une émotion désagréable? À renforcer notre lien à l'autre, à nous signaler qu'une situation ne nous convient pas, à prouver notre amour ou à contrôler nos pensées. Très bien, ça me fait plaisir quand je vois ça. C'est cool. Ces émotions désagréables, il faut bien comprendre qu'elles ont une utilité, hein. Chaque émotion est utile. Et là, ici en l'occurrence, ça va être de nous prévenir avec une situation ne nous convient pas et qu'il faut la changer. Donc, on prend le temps d'observer et d'écouter son corps, ses émotions, et à force, petit à petit, on va trouver la force de modifier ce qui provoque ces sentiments désagréables en forcément lâchant prise. Et donc, lâcher prise, c'est aussi dire oui. On se retrouve alors en fait sur un point de bascule qui nous effraie, car on ne sait pas ce qui va nous arriver, hein, la zone de confort, tout ça, en sortir, c'est compliqué, on a peur. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va falloir s'écraser et tout accepter. Hein. Il y a ce film, c'est quoi? C'est Yes Man, non? Le film où on dit oui à tout. Mais l'idée, ça va être d'écouter ses envies, d'oser et de lâcher en fait un vrai oui, sans condition. On est trop dans le calcul, trop dans la peur en fait de rester bloqué, de rester dans sa zone de confort, alors qu'en fait, c'est comme pour toute expérience dans la vie. On va dire oui et on va pouvoir regretter d'avoir dit oui parce qu'en fait, ça se passera pas du tout comme on l'avait imaginé, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Mais quand même, bien souvent, le fait d'avoir dit oui, ça aura permis de découvrir de nouvelles choses, de s'ouvrir à d'autres choses et de kiffer, en fait, de kiffer le moment. Ah, on a parlé ce matin. De... De quoi? Alors, maintenant, on va parler des dangers de l'hypercontrôle. Première question. Quel est le danger de vouloir avoir raison à tout prix? Créer un lien plus fort, se retrouver seul, renforcer le couple ou dominer l'autre?
Ok, donc là on est dans le danger, hein. Quel est le danger de vouloir avoir raison à tout prix? Donc quand on veut avoir raison à tout prix, en fait c'est même au risque de se retrouver seul ou de vivre dans une ambiance détestable. Parce qu'en fait, bah, quelqu'un qui veut toujours avoir raison, vous savez qu'il veut avoir le dernier mot sur tout, alors qu'au final, cette personne, elle a tort, bah, elle va se retrouver seule parce que les gens vont en avoir marre, ou l'ambiance, ça va être complètement pourrie. Yes, man. Ah, ok, t'en as parlé avec qui? À qui tu veux dire oui, tout le temps? On passe à la prochaine question. Quel est le risque de croire qu'on peut changer l'autre? Construire une relation équilibrée, créer une dépendance mutuelle, oublier qu'on doit changer soi-même d'abord ou consolider les efforts communs. On parle de risque. Ok, on y est. Effectivement, on veut vouloir changer l'autre, alors qu'en fait, d'abord, il faut déjà essayer d'évoluer soi-même. On se regarde soi avant de vouloir changer l'autre. Oh, je l'ai vu il y a hyper longtemps, faudrait que je le revoie. Dernière question sur ce sujet. Que se passe-t-il quand on pense que les autres ont toujours tort? On évite les conflits, on devient plus sûr de soi, on apprend à mieux se défendre, on ne se remet jamais en question. Ok, effectivement. Donc là, on aura vu tout ce qui est les dangers quand on est dans l'hyper-contrôle. Et donc, vous l'aurez compris, quand on ne lâche pas prise. Donc, quand je pense que ce sont les autres qui ont un problème, ben, en fait, j'évite, moi, de me remettre en question. On va avoir aussi le je veux bien écouter ce qu'on a à me dire. Mais en fait, je vais expliquer pourquoi ça va être compliqué de changer, ou que de toute façon, ben, j'ai déjà essayé, pas la peine, je t'écoute, mais je t'écoute pas, en fait. Après, ça va être, par exemple, je me trouve de bonnes excuses et des bonnes raisons pour continuer à vivre comme j'ai toujours vécu, même si ça me rend pas heureux. Voilà. Parce qu'on est dans notre zone de confort, qu'on veut pas changer, que ça fait peur, et pour X et mille raisons. Ah, carrément, carrément. Est-ce que tu as fait une liste? Parce qu'à force, il va vraiment la falloir. Donc, souvent, en fait, les individus qui tiennent ce type de discours, ben, ils finissent en thérapie pour, en fait, qu'on leur apporte la validation qu'ils ont raison. Et là, c'est assez sport et c'est assez rigolo. Parce qu'en fait, on va faire redescendre les personnes sur le piédestal sur lequel ils se sont mis. Voilà. Et on va les apprendre à être un petit peu plus ouverts aux autres, à voir les choses différemment. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'attente. D'accord? Attente égale déception. Donc, bien souvent, en fait, on va être malheureux parce qu'on est dans l'attente. Et cette attente, le résultat, c'est pas toujours ce qu'on voulait. On est toujours là à attendre. À attendre et à regarder le résultat de ce qu'on a fait. Et donc, par exemple, on a un exemple tout bête, mais qui est assez parlant. On va envoyer un texto à notre partenaire. Au début, on va pas lâcher le téléphone des yeux tant qu'il ne nous a pas répondu. Et puis là, voilà, on attend, on est déçu. Bon, voilà, c'est un exemple tout bête. Et donc, on part sur la première question. Qu'est-ce qui se cache dans l'attente? La maturité, la déception, l'attachement profond ou l'empathie? Logiquement, si vous m'aviez écouté, la réponse, elle est facile, hein. C'est bien, c'est bien. Ça fait juste 10 fois que je l'ai dit depuis le début. Donc, dans l'attente se cache la déception. Mhm. Donc, les choses ne vont pas se passer toujours comme on l'aurait voulu. Et donc, au moment du résultat, on est parfois insatisfait, voire même frustré. Et lorsqu'on attend que les choses se passent exactement comme on le souhaitait, on s'emprisonne en fait et on se prive de notre liberté. Parce que ça ne peut pas se passer exactement comme on le voulait. Et donc, en se libérant de cette position d'attente, on va adopter une attitude de détente, de disponibilité, et peu importe ce qui arrivera, ça va nous permettre de rester ouverts à ce qui se présentera à nous, et détendu si des changements se profilent, si ça ne se passe pas comme on l'avait prévu.
Et donc, on va rejoindre à nouveau cette notion de lâcher prise, parce que même si lâcher prise nous fait peur, bah, en fait, c'est dans notre esprit. Et donc, lâcher prise, ça voudrait dire bah, qu'on lâcherait une part de nous. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Parce qu'en lâchant prise, bah, en fait, on va se faire confiance. Et c'est cette capacité à nous fier et à croire en notre propre capacité bah, à faire face à la vie. Et donc, en lâchant prise, bah, on lâche tout ce sur quoi nous n'avions pas de prise, justement. Euh... Red flag, les gens qui ne répondent pas dans les secondes. On t'écoute pas, ouais, bah, je vois. Qu'est-ce que j'ai entendu lui-même qui en parle. Oh, si tu savais. Je suis quelqu'un de positif. Oh là là! Vous êtes horrible. Donc on va passer sur un autre sujet qu'on a abordé bah, très récemment, qui est donc le harcèlement amoureux. Donc le harcèlement amoureux, c'est une forme d'attachement, un comportement pathologique, un malentendu relationnel ou une preuve d'amour. Oh là 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 là. Ah oui, non, le harcèlement, ce n'est clairement pas de l'attachement, s'il vous plaît. Au secours. Deuxième question. Comment appelle-t-on le harcèlement amoureux pathologique? La codépendance, l'érotomanie, l'obsessionnalité ou la relation panique? C'est toi qui as fait ça? Tu déconnes ou quoi? Katsu, c'est pas toi. Ok, dernière question. Dans l'érotomanie, l'individu est convaincu de quoi? Que l'autre est en danger, il est convaincu d'être aimé, d'avoir été trahi ou de devoir sauver l'autre. Si c'est vraiment qui veut pas. Oh putain, Katsu, ça va pas bien, hein? Bon, on va te renvoyer les réels en préparation pour que tu les revoies un petit peu peut-être. La réponse B, Jean-Pierre. Super, maintenant il m'appelle Jean-Pierre, on est bien. Donc, effectivement, le harcèlement amoureux, c'est un comportement pathologique, d'accord? Qui se nomme érotomanie. Donc, l'érotomanie, c'est aussi appelé syndrome de Clérambault, et c'est une maladie psychiatrique dans laquelle un individu a la conviction délirante d'être aimé. Donc là, c'est, on va dire, un certain type de harcèlement, hein, d'accord? Parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas que ça, malheureusement. Et donc, ça se développe en 3 stades, qu'on va voir avec les 3 prochaines questions. Ah oui, non, mais Katsu, là, ça va pas, hein. Alors, que pense l'individu au stade de l'espoir dans l'érotomanie? Donc, il est dans l'espoir. Donc, il croit qu'il est en danger, que l'autre l'aime, qu'il a été abandonné ou que tout est fini. Ben, il remangera quand il viendra me voir, du coup. Un mois, c'est ça, c'est pile ça. Ça me semble cohérent, c'est bien. Donc, quand on est dans le stade de l'espoir, ok, ben, on espère que l'autre l'aime, évidemment. On se dit, ah, il ou elle m'aime. Ah oui, carrément, je suis dans l'espoir. Je suis un harceleur amoureux. Donc, phase d'espoir, il m'aime. Putain, j'en peux plus. Ensuite, que pense-t-il au stade du dépit? C'est le dépit, d'accord? Alors qu'il peut encore convaincre que l'autre le désire encore, qu'il doit s'éloigner ou qu'il est rejeté. Donc, phase d'espoir, ah, il ou elle m'aime, trop bien. Phase de dépit, qu'est-ce qui peut se passer? Ok, stade de dépit, effectivement, il se dit, oh, il ou elle me rejette. Effectivement. Et enfin, que pense-t-il au stade de la rancune? Là qu'il a capté qu'il se faisait rejeter, il est dans la rancœur. Qu'est-ce qu'il se dit? Je l'ai toujours su, il changera un jour, donc il continue. Je l'aime malgré tout, ou il ne peut pas me faire ça. Qu'est-ce qui se passe dans la phase de rancune?
Ok, c'est bien. Au moins, celui-ci, la rancune, vous l'avez. Donc, et en fait, là, vous comprenez bien que quand on pense à ça, il peut pas me faire ça, c'est pas possible. Bah, là, en fait, il y a des comportements assez violents et parano qui vont pouvoir qui vont s'enclencher, en fait, contre la personne aimée. Alors, on peut se poser la question aussi de se dire, bah, est-ce que je ne serais pas un peu comme ça? Voilà. Alors, généralement, quand on l'est, on se pose pas la question, hein, qu'on le sache. Mais si on se dit, oh là là, est-ce que je suis pas un peu trop envahissant? Est-ce que je suis pas trop harcelant avec mon partenaire ou avec quelqu'un d'autre? Comme bien souvent, en fait, l'idée c'est de, pour le savoir, il faut poser la question. Donc voilà, on peut dire, est-ce que tu trouves que je suis un peu trop envahissant parfois, trop prévenant, trop présent, trop ci, trop ça? Et si on vous répond oui, bah, il est nécessaire de prendre du recul et de la distance, hein, autant pour l'autre que pour vous. Hein, voilà. Si on continue alors qu'on a posé la question et que la réponse est oui, là on est clairement dans du harcèlement et bon, voilà quoi. Comprendre un moment. Et donc, il se peut que, malgré tout cela, il y en a qui se disent, bah ouais, mais moi c'est comme ça que je séduis, hein, les gros lourds qui sont là. Et donc, dernière question. Qu'est-ce qui distingue un séducteur d'un harceleur? L'espace et le temps, la sincérité des sentiments, le nombre de messages envoyés ou le charme naturel? Mon ultime bafouille. Julia fait un post dessus, il y a peu, Alice dans la salle. Alors non, il a été fait il y a quelques mois, mais il a été repost il y a peu de temps, effectivement. L'espace et le temps. C'est mignon. Donc, pour cette dernière question. Donc, ce qui va distinguer le séducteur du harceleur ou la séductrice de la harceleuse, ça va être justement ces notions d'espace et de temps. Quand on séduit, on va respecter une certaine distance avec l'autre. Ok? Logiquement, on s'approche, on recule. Voilà, on est comme dans une phase d'apprivoisement. J'allais dire d'approvisionnement. On est bien. Et donc, on va laisser l'espace en fait pour venir vers nous ou s'éloigner. Enfin voilà, on laisse l'espace à l'autre, on n'est pas envahissant. Et harceler, c'est justement ça, c'est envahir l'espace de l'autre et on l'étouffe en faisant ça. Quand on envahit, vous avez déjà dû avoir ces personnes là qui sont là tout le temps collées à vous, qui envahissent votre espace, vous ne pouvez plus respirer. Enfin, vous voyez, moi ça me parle. Ça me parle beaucoup. Je pense que ça peut vous parler aussi. Mais ces personnes-là, c'est du harcèlement. Elles sont là, elles envahissent, elles étouffent. Séduire, ça consiste à respecter d'une certaine façon un bon timing. C'est se montrer parfois patient, parfois empressé, parce que bah oui, quand on a quelqu'un qui nous plaît, on a envie que ça avance, que si, mais toujours dans le respect et toujours dans l'écoute de ce bon timing et de ce bon espace à garder. Et donc harceler, ça va être tout, ça va être d'être toujours dans cette impatience et en fait vouloir que tout aille à notre rythme, ne pas écouter le rythme de l'autre. Et donc on n'écoute pas les besoins de l'autre. Voilà, on s'en tamponne, on veut aller vite, droit au but. Donc l'idée, évidemment, c'est qu'on va rester du côté de la séduction, on s'emballe pas, on reste à l'écoute et surtout, comme toujours, on communique. Et donc, il faut surtout pas oublier que le harcèlement, c'est puni par la loi. Il y a des amendes, il y a des peines de prison, il y a des ordonnances d'éloignement, des restrictions de communication, tout ça, tout ça. C'est pas des blagues, c'est à prendre au sérieux. Donc, il est important, mais d'un côté comme de l'autre, de trouver de l'aide si vous êtes victime ou auteur de harcèlement amoureux. Il est vrai que, comme je vous le disais, quand on est harceleur, malheureusement, on n'est pas forcément dans cette capacité d'avoir conscience des conneries qu'on est en train de faire. Mais ça existe, hein. Il y en a qui captent, il y en a qui se rendent compte, il y en a qui consultent, et c'est très important. Voilà pour ce soir. Donc voyons voir notre petit podium. Donc le bonheur de l'amour sexuel. Nous avons l'impala spirituel en troisième place, suivi de l'aigle violet. Et en première place, nous avons l'ours joyeux. Bravo, félicitations. Suivi de Autriche, je sais pas quoi, et lion de mer certainement. Bon, bien joué à vous. On va faire le petit sondage hein, et on va y aller. Alors, petite musique. Je fais ça et après je vous dis parce que tac. Nouveau sondage. Je ne me rappelle évidemment pas des sujets.
Donc, Live Pro, oh, on reste en majuscule, comme on travaille. Agilité émotionnelle, spiritualité et religion. À mon avis, ça ne sera pas pour cette fois-ci encore. Et langage de l'amour. Allez, let's go. Vous avez 2 minutes pour voter. Alors, beau l'autre nom. Ouais, forcément. Pas forcément. Ça, pour le coup, ça peut vraiment être totalement l'inverse, malheureusement. Et si vous voulez bien faire vos devoirs parce que je vais aller regarder Mon Petit Reine. Tout à fait, Mon Petit Reine sur Netflix. Dinguerie, dinguerie cette série. Géniale, passionnante. Histoire vraie, malheureusement, mais qui expliquera très bien cette notion. Voilà. Et qui vous rappellera que le harcèlement, c'est une pathologie. Et c'est pas, je sais plus ce que tu nous as répondu. Ah ben merci Nico, ça fait plaisir. L'Olympique de Marseille. Tu peux nous faire un tuto de séduction? Tuto de séduction, même parle moins, regarde mieux, puis ça sent le drame. Facile, non? Il a pas tellement tort. Arriver avec du chocolat. Ah, une carte de shopping illimitée. C'est quoi ces clichés? Tu peux pas voter. Ah si, c'est bon. Ben quand même. Hein. Pourquoi? Ouh là là, on a du 2-2. Tu as dit droit au... Oh, d'accord. Waouh. Un génie parmi nous, c'est beau. C'est beau. Aïe aïe aïe. Ben je sais pas alors. Les 4 sœurs, je suis dans la tête des femmes depuis mon enfance. Ouais, mais enfin, moi je suis pas sûre que tu me séduises si t'arrives avec une carte de shopping illimitée, tu vois. Enfin, si t'es pas intéressant, enfin ok cool, j'ai gagné du shopping, mais enfin voilà, tu me files ta carte illimitée et puis c'est tout quoi. C'est pas fou, non? Je sais pas. C'est pas génial, génial. On va pas. Ouais. On va partir sur les langages de l'amour pour cette fois, du coup. Et je pense on va en avoir, je sais pas, je crois qu'il y a plusieurs lives, je suis pas sûre, je vais vous dire ça. Il est où? Il est prêt au moins? Je le vois pas. Je l'ai préparé, c'est sûr. Ah, il est là. Oh là là, il est là. J'ai eu peur. Là, je me suis dit, j'ai un live à préparer en entier pour lundi, on est mort. Ah non, on a une seule live. Ok, très bien. Combien de questions? Les langages de l'amour. 23 questions, c'est pas mal, c'est bien. On est bien. Alors, alors qu'une carte chemin illimitée, j'ai allé. Mais non! Une montre du charisme, c'est bon. Ça dépend, oui. Après, le charisme, très important. Une carte illimitée pour la boutique. Oh oui, 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 oui. Non, non, c'est pas bien. C'est pas bien. Je ne suis pas. J'ai même pas le mot. Comment on dit? Comment on dit quand on est matérialiste? Je suis pas matérialiste du tout. Non, en plus, non, c'est pas vrai. Pas vrai. Mais si j'ai une carte illimitée pour la boutique Lego, effectivement, je dis pas non. Je dis pas non. Mais bon, enfin, je dis pas non. J'aurais pas dit non. Attention, attention. La femme vénale des Lego, ouais, c'est ça. Je suis pas vénale. Moi, je fais pas de shopping. Mais le Lego, par contre, superficiel. Non, c'est pas ça, superficiel. Ça peut être considéré, oui, comme. Mais superficiel, moi, tu vois, je vois plus les ongles, les faux ongles jusqu'à là, les faux cils, les fausses lèvres, les faux trucs. Ça, pour moi, c'est ce qui me vient direct à l'esprit quand on parle de superficialité. Plutôt. Voilà. C'est tout. Bon, les amis, euh, j'y vais. Merci à vous pour votre participation, pour votre présence dans le chat. Donc lundi prochain 20h, on va parler des langages de l'amour. Très très intéressant aussi. On est dans le couple en ce moment. C'est cool. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas trop fait. C'est plutôt sympa. Donc voilà. On se retrouve mercredi pour peut-être finir Chant of Scénar. Je vous le dis cash avec de l'aide, clairement. Parce que là, franchement, c'est chaud chaud chaud. Mais voilà. Donc ouais, demain je suis en consulte, donc pas de live. Un peu que tu connais.
Non, je connais personne comme ça, Gatsu. Non, non. Pourquoi tu décris le RH? Non, ouais, peut-être. J'ai pas trop connu de RH, donc je sais pas, je me prononce pas. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée, je vous fais plein de bisous. Profitez bien, passez un bon début de semaine. Et on se retrouve mercredi 17h20, 17h30. Et bonsoir le vieux carton et à bientôt, certainement. Désolé. Ah, alors, je suis un homme Playmobil, nos familles s'opposeront à notre union. Ah merde alors. Zut, c'est vrai que Lego versus Playmobil, c'est un grand débat. Après, en vrai, quand j'étais enfant, j'avais plus des Playmobil que des Lego. C'est-à-dire que les Lego, je n'y ai touché qu'il y a 3 ans. Je sais pas, non, 2 ans, ça fait 2 ans que je stream. Donc ouais, il y a 2 ans à peu près. Donc ouais, tant pis. Ravi de t'avoir connu, Bounty, c'était chouette. C'était sympa. Voilà, voilà. Et du coup, bah, le vieux carton, on se dit à bientôt peut-être. Voilà, au plaisir. Allez, je vous fais des bisous, passez une bonne soirée et on se dit à mercredi. Allez, ciao, ciao.